je nous pose. J'ai fait récemment un café politique à Aix sur que faire, que peut-on faire. Les gens sont repartis très déçus, parce que bien entendu, on est plus que là, renchéri. Parce que c'est difficile d'avoir une solution. La première chose à faire, ça pour moi c'est une certitude, c'est d'élargir le champ de la perception du monde et de la réalité telle qu'elle est. Avec des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec nous sur la situation. Mais il y a des tas de gens qui font les mêmes constats, qui sont aussi angoissés que nous. À quoi répondre? Qu'est-ce qu'on fait depuis des années et des années? On dit, qu'est-ce qu'il faudrait faire? On semble très fort. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Pour un certain nombre de choses en matière éducative, en matière... Mais je vous pose une question. En matière économique, on nous dit, réponse classique, il faut à nouveau subordonner l'économie aux politiques. Question, qu'est-ce que ça coûte? Imaginez un instant, dans le monde où nous sommes, le PIB est constitué à près de 70%, depuis les 2 tiers, de la consommation. Imaginez que par une opération du Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'on repose sur les addictions consuméristes, sur l'envie. L'économie classique, qui théoriquement doit répondre aux besoins, c'est fini l'économie classique, on n'en parle plus. Désormais, ce sont les désirs, avec l'industrie publicitaire qui suscite des désirs et des envies infinies par définition. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Alors que vous avez acheté, il y a 3 mois, vous avez acheté l'iPod 7, 8, pas encore, un 4, qu'est-ce que vous avez à foutre de l'iPod 5? Ah ben quand même, vous aurez quand même une publicité, dire oh bon monsieur, vous arrivez à être heureux avec le 4. Achetez ça. Notre système économique repose dessus. Donc, imaginez, on va rénover toute l'éducation dite nationale et on fabrique des élèves civilisés qui ne sont plus victimes de ces addictions consuméristes. Une question quand même qu'on se pose. On a raison, qu'est-ce qu'on dit aux gens? On ne va surtout pas commencer à dire, parce que moi c'est un truc, je sors en vrai. Avec nous, vous verrez, on sera encore plus riche. Ça marchera encore mieux. Sur ce fond, on est dans un système tout à fait particulier qui mérite à chaque niveau des réponses profondes. Il faut aller jusqu'au bout et pas se cacher les objections qu'on peut nous faire dans les tas de domaines. Et puis, il faudra bien réfléchir, mais que faudrait-il faire sans être fort? Que peut-on faire? Ça, c'est mon problème, c'est le vôtre, c'est le nôtre, c'est notre problème commun. Et il faut qu'on y réfléchisse. Je vais vous donner un petit truc. Dans toute la postérité maurassienne, on a notre solution sous l'oreiller. Politique d'abord. Ah, bien sûr, politique d'abord. Bien sûr que la négligence du politique s'est avérée une catastrophe. Mais est-ce qu'on n'a pas réduit trop souvent le politique d'abord à l'institutionnel et exclusivement à l'institutionnel? Au fond, ça me rappelle les discours que je n'ai pas vécu des années 30. Je me racontais mes parents qui allaient dans les meetings d'AF, notamment dans la Vendée provençale, au Cher-Mer, ils disaient voilà, on faisait une description apocalyptique du réel, de l'état de la France, etc. Et avant, on disait mais à la fin du discours, on sortait le roi de sa boîte et tout était résolu. Alors on attend. Hein. Donc je pense, et j'allais dire pour nous tous, on peut mieux faire. Il faut, on n'a pas le choix. On a la chance extraordinaire, d'avoir une transmission qui s'opère d'un certain nombre d'idées, et de voir souvent des jeunes qui arrivent, des jeunes, moi j'en vois même à Aix, qui n'appartiennent pas
à des traditions maurassiennes, royalistes, mais qui, soit par des relations d'amitié, soit par des lectures personnelles, sont arrivés à la conclusion. Chapeau. Et comme en plus nous sommes quand même dans une configuration qui théoriquement devrait nous être favorable, bon ça, on a une fenêtre de tir extraordinaire. Lorsque, vous vous souvenez de ce sondage il y a 6 mois ou 7 mois, comme ça, les Français interrogés sur le type de pouvoir qu'ils souhaiteraient, ont dit 50%. Un pouvoir qui n'est pas à se soucier du Parlement. C'est quand même extraordinaire. On va pouvoir surfer sur ces trucs-là. Alors je dis je me mets dans le coup, hein, parce qu'effectivement, souvent on dit ah oui, mais alors, quelle est la recette, quoi? Et j'ai pas la recette. Alors c'est terrible. On déçoit les gens. Mais je crois quand même, on s'en rend compte aujourd'hui, que beaucoup de gens, même dans un milieu qui jusque-là se contentait de voter Chirac ou Sarkozy, commencent à se poser des questions sur l'essentiel. Parce qu'ils sont inquiets. Alors bien sûr, on peut dire que ça aurait été mieux si vous avez posé ces questions plus tôt. Mais qui se les pose, c'est bien. Et là, il y a peut-être une fenêtre de tir, mais ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable de déborder un petit peu nos milieux traditionnels. Et puis au fond, il y a quelqu'un que je veux faire venir pour un café politique. J'espère que je vais y arriver, c'est Jean-Claude Michel. Voilà. Donc il y a des solutions qui ne sont pas les miennes, qui ne sont pas les nôtres, hein, mais on aimerait cuisiner, aller jusqu'au bout. Au fond, qu'est-ce qu'a fait Maurras? Tous ses copains, tous ses amis étaient républicains. Donc il ne faut pas qu'on s'arrête. Pourtant, je vais conclure là-dessus, si vous voulez. Tous les gens aujourd'hui qui sont d'accord avec nous pour poser des questions et d'aller jusqu'au bout de la logique de ces questionnements sans œillères, on doit les accueillir à la table. On a les mêmes problèmes. Bon, eh bien maintenant nous avons un petit temps, j'ai pas de montre. 1h, oui, donc on a même 1 heure à peu près où on peut discuter. Et après nous irons, si elles ne sont pas au courant, nous seulement dans la pièce d'à côté. Le débat se poursuit en général. Alors le débat, on va donner la parole, mais comment dire, il faudrait que tout le monde qui veuille puisse prendre la parole, donc il faudrait éviter que quelqu'un la monopolise. Françoise. La postmodernité, donc c'est la négation du bien commun. Oui ou non? Ah, oui. Ça ou pas. Oui, mais entre autres. Entre autres. Voilà, c'est ce que je veux dire, c'est entre autres. Parce que là, cette semaine, j'entendais François Hollande, qui est certainement dans la postmodernité. Bon. Mais est-ce qu'il a des réminiscences ou des nostalgies de bien commun, puisqu'à propos de ce navire russe, je l'entends dire, je vais bien réfléchir pour le bien de la France. Donc c'est quand même le bien commun. Il est en train de me dire, je pense au bien commun. Enfin, je sais pas, non mais bon. Et quel est ce mécanisme-là? Il a peut-être des petits de nostalgie ou... C'est le bien, on peut ça. Oui, et puis tu as une certaine pratique du vocabulaire qui rassure les gens. Et raconter l'histoire. J'ai un ami, je vais tirer d'une lecture récente que j'ai arrangée, etc. J'ai un ami, M. Martin, extrêmement sympathique, qui a mon âge, et qui, il n'y a pas très longtemps, a donné chez lui, dans son bel appartement parisien, une fiesta pour son petit-fils âgé de 12 ans. Il a vu débarquer une horde de sauvageons absolument extraordinaire, non seulement incapable de lui dire bonjour monsieur, mais pas même bonjour, pas même au revoir, pas même merci. Et monsieur Martin, qui est un conservateur, qui a voté Chirac, qui a voté Sarkozy, et qui applaudit à chaque fois que ces gens-là font appel à l'autorité, aux valeurs traditionnelles, etc., en période électorale, c'est bien que
malheureusement pour lui, contraint, forcé, il n'aura pas d'autre choix en 2017 que de voter Sarkozy. Mais il déplore quand même cette rupture de civilisation, cette liquidation de la politesse, qui est après tout le meilleur moyen de vivre en société. Eh bien, M. Martin est responsable de ce qu'il déplore. M. Martin est chef d'entreprise. Une entreprise qui fabrique des téléphones portables et des ordinateurs. Et par l'intermédiaire d'une industrie publicitaire, il fait passer beaucoup de messages pour les jeunes. Il est le premier à trouver complètement débile, d'ailleurs. Mais il faut bien que les jeunes achètent. Il faut bien leur créer une addiction. Et dans son entreprise, le seul discours qu'il a, c'est il faut bouger, ne vous figez pas sur des traditions, sur des trucs anciens, etc. Il est l'auteur de ce qu'il déplore. Et ça, c'est le problème. Le fonctionnement économique, le fonctionnement du capitalisme libéral, si on revient à Schumpeter, la destruction créatrice, etc., comme dit Luc Ferry, là-dessus il a raison, l'innovation destructrice. Je préfère cette appellation. C'est surtout innover. Innover, ça veut dire considérer comme obsolète tout ce qui est passé. Et ça n'est pas vrai qu'en matière économique. C'est vrai en matière de mœurs. La loi Taubira, alors là vous choquez les gens, la loi Taubira, c'est une loi libérale qui est démocratiquement votée, que ça plaise ou non. Ah non, comment ça, une loi libérale, etc. Eh bien oui. Donc, c'est la postmodernité. Alors, la postmodernité, la question que vous posez, la postmodernité, c'est pas uniquement, c'est beaucoup plus que ça. La postmodernité, c'est l'idée que l'idée même de bien commun est une erreur monumentale. Ce n'est pas l'impossibilité d'en trouver. C'est surtout abandonne cette chimère. On n'en a pas besoin. Et ça, c'est un truc dont il faut absolument apprendre à se passer. Apprendre à se passer de fondement. La citation de Vatine, c'est ça. Et la postmodernité, ça, c'est une espèce de suspension métaphysique de tout, etc. On met tout entre parenthèses. Alors, je pense que la postmodernité n'est qu'une parenthèse. Elle n'est pas viable, par définition. On voit très bien, elle a reposé sur cette idée de fin de l'histoire, que tu as évoquée tout à l'heure, etc. Mais l'histoire lui revient dans la gueule, parce que les promesses ne sont pas tenues. Ça allait, au fond, la seule colonne vertébrale du système, c'est la colonne vertébrale financière et économique. Que cette colonne vertébrale vienne à se disloquer, et je souhaite qu'elle le fasse. Il ne faut pas que la crise s'arrête, parce qu'il est pour mieux d'appeler crise. Parce que là, on est parti pour le meilleur des mondes. Alors, on a surfé sur la vague extraordinaire entre 1980, grosso modo entre 1980 et 2007, mais de manière encore plus accélérée entre 2000 et 2007. Dans la période de l'euphorie immobilière, de l'euphorie financière, etc. Là, on tremble sur nos bases. Et je n'espère qu'une chose, je le pense, je ne sais pas ce que vous en pensez, que la progression de la crise financière est devant nous. Terrible. Parce que les États n'ont plus d'argent. Alors on peut faire marcher la fabrique à billets, mais on a répondu au problème de la dette par plus de dette. La dette mondiale augmente de 300 000 $ par seconde. Mondiale. Quand vous parlez de la dette de la France, c'est une rigolade. Et la dette italienne, la dette japonaise, n'en parlons pas, elle est abyssale, et là ils sont foutus, les Japonais. Enfin, ils sont mal partis. En plus, ils n'ont pas une démographique absolument extraordinaire comme l'Allemagne. Tout s'effiloche. Et si ce qui tenait encore les gestes de l'achat, de la dépense, sont notre lien commun, c'est celui-là. Si ça s'effondre, alors là, on risque fort de revoir des affrontements d'un autre ordre. Et où il y aura une demande de politique, une demande de protection. Qu'est-ce que veulent les gens aujourd'hui? Être protégés. Et le discours libéral leur répond: pauvre abruti,
C'est surtout pas ce qu'il faut faire. Voilà. Je parle facilement. Votre intervention? Monsieur? Oui, vous venez d'aborder un petit peu... Ça m'en est pas parlé un peu fort parce que je suis un peu sourd. Ah bon, d'accord. Vous venez d'aborder un peu le problème de la finance mondiale, et par là, on touche un peu le mondialisme. Et dans ce que vous appelez la postmodernité, il y a une concurrence entre différentes puissances internationales. Et je pense en particulier à la puissance américaine qui refuse de coexister avec des pays qui ont une économie émergente. Et que ce refus de coexistence pacifique avec ces pays qui émergent peut apporter une réponse à tous les problèmes de la postmodernité, mais une réponse guerrière, parce que on ne sait pas comment ça peut, la confrontation peut aboutir. Alors là, vous avez raison. On passe là au plan international, si vous voulez. Effectivement, qu'est-ce qui fait la détestation de Poutine? Poutine est un politique. Bon, d'accord, on n'est pas d'accord avec lui, peu importe. Mais c'est un politique. Et il a clairement une idée de l'intérêt russe. Et il défend l'intérêt russe. Donc il est détesté. En principe, vous avez vu le dernier G20, il a protesté. Donc il était un peu fatigué pour prendre l'avion, etc. Et Hollande défend les grands principes. Et l'imbécilité absolue avec l'histoire de l'Ukraine, c'est qu'on a précipité Poutine dans les bras de la Chine. C'est évident, on n'a pas le choix. Le contrat passé là, pour le TGV entre Moscou et Pékin, on est un signe précis. Et là, ils vont se regrouper incontestablement avec les BRICS, moi certain, pour essayer de ceux qui en ont marre de la dictature du dollar, et je ne suis pas certain que le dollar ne soit pas à terme, même si aujourd'hui, etc., menacé. Et ça, la perte du pouvoir du dollar aux États-Unis, ce serait une catastrophe. Et tel qu'on les connaît, les Américains sont prêts à faire la guerre. Ils ont toujours su, pour des questions économiques, faire la guerre, d'abord parce que c'est bon pour l'économie, bien connu, etc., et que lorsqu'ils sont acculés, eux, ils ont d'une certaine manière le sens de leurs intérêts. Et vous avez raison, j'aurais dû préciser, merci, la postmodernité affecte plus particulièrement l'Europe. Tout le montage européen, d'ailleurs, l'histoire de toutes les lois, la loi Taubira, la loi sur l'euthanasie, etc., c'est dit aux gens, vous avez voté pour le traité de Lisbonne? C'est dans le traité de Lisbonne. Bien sûr. Alors, évidemment, bon, il y a 400 pages du traité, 800 pages d'annexe, et les renvoie. C'est illisible, ça a été fait pour, d'ailleurs, Giscard l'avait dit, c'est très très mal écrit, comme ça passera mieux. Voilà. Et dans l'annexe, les déclarations de droit, tout y est. Je ne vois pas comment, en conscience, quelqu'un pouvait voter ce texte. Et là où, je vais peut-être en choquer quelques-uns, mais j'aime bien ça, au moment où vous vous souvenez du débat qui a agité certains milieux sur la nécessité de mettre en préambule au traité européen la référence chrétienne. J'étais contre. Et pour une raison très simple. Vous n'allez pas coiffer d'un chapeau chrétien. D'abord, est-ce que ça aurait rendu le texte plus acceptable? Non. Et vous allez coiffer d'un chapeau chrétien un truc qui fait l'apologie de l'avortement, du mariage homosexuel et de l'euthanasie. Enfin, réfléchissons, bon sang. On n'a pas le droit de faire ça. Enfin, ça a été ma réaction. Après avoir lu le texte. Bonsoir. J'ai une question par rapport à justement ce traité de Lisbonne. Moi, je vois les choses un peu plus grandes. C'est-à-dire, pour moi, c'est pas le traité de Lisbonne qui est un amuse-gueule, c'est les textes internationaux liés à l'ONU, et notamment les fameuses conférences de l'ONU, et notamment celle du Caire ou d'autres, qui ont implanté une sorte de politiquement correct, qui, non seulement les textes
juridique, mais surtout l'interprétation de ces textes par les ONG, les comités d'interprétation, etc., et qui imposent ces textes-là et qui voient toutes leurs merveilles ces dernières années. Mais le mariage pour tous ou la question de la GPA, etc., tout ça, c'est le Caire. Quand Jean-Paul II et Mère Teresa avaient pris la parole à Mexico, au Caire, c'était pour dire ça. Voilà ce qui vous attend dans 10, 20 ans, si vous acceptez ce qui se vote actuellement au Caire. À Téhéran, etc. Et tout ça, c'est bien plus dévastateur parce que justement, eh bien, ces textes-là, ils s'imposent comme un fil à couper le beurre dans les pays émergents, justement. En Afrique, au nom de justement cette politique-là internationaliste, eh bien, on fait des massacres. Et c'est bien plus facile encore qu'en Europe, où justement il y a cette tradition qui résiste un petit peu. Voilà. Mais en Afrique, c'est un massacre. Alors, cela dit, enfin, c'est une question accessoire, on a bien vu, en particulier lors du dernier synode sur la famille, que les évêques africains, eux, justement, conscients ils sont en première ligne de ce que vous dites, etc. Alors, c'est vrai, je rejoins la question précédente, il y a l'ONU et le postmoderne, d'une certaine manière, et à l'intérieur de l'ONU, il y a des gens qui sont prêts à s'entretuer, pour des raisons politiques. Il y a le discours. Et le problème, ce que vous dites, c'est que ce discours, c'est la morale universelle. C'est le bien. C'est la perversion absolue. Tout ça, c'est le bien. Parce que des droits, des droits sans devoir. Des droits, toujours des droits sans devoir. Des droits de vivre, des droits de... toutes sortes de droits qui ne reposent pas sur la loi naturelle et sur... On en a marre de la morale. Nous sommes dans un monde aujourd'hui, c'est incroyable la morale qu'on nous diffuse. Eux qui étaient là, le retour de l'ordre moral, le scandale, etc. Mais c'est effrayant. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il faut pas fumer, il ne faut pas penser. Je vais me donner la parole. On est en face du musée d'art de Grenoble. Et en matière artistique, moi je trouve que ton schéma est tout à fait évident. C'est l'histoire de la personne qui est installée sur une branche et qui scie la branche. Alors la modernité, c'est cette période où on scie la branche sur laquelle elle est assise. Et tant que la branche est là, il y a de la modernité possible. Et la postmodernité, c'est à un moment donné, la branche casse. Bon, en matière artistique, et à mon avis, l'art, effectivement, quelque chose qui a un reflet même prémonitoire du social. Bon, la lutte entre modernité, bon, elle est peut-être dès l'Antiquité, mais enfin, bon, déjà au XVIIe siècle, il y a eu l'histoire des modernes, l'ancien et des modernes, il y a eu le romantisme. En quoi ça consistait? Ça consistait à dire les règles qu'on nous a données, on les refuse. Victor Hugo, il y a des tragédies pendant 5 actes. Bon, alors tant qu'il y avait des règles, ça a marché. Mais quand il n'y a plus de règles du tout, eh bien ce courant de, alors on a dit de critique, enfin critique, il faut qu'il y ait quelque chose à critiquer, ou bien de subversion, encore faut-il qu'il y ait quelque chose à subvertir, mais à un moment donné, il n'y a plus rien. Quand on est arrivé au tableau de page blanche, un minute de silence, enfin plutôt un concert de silence, mais à un moment donné, on ne peut pas aller plus loin. Et donc, il y a une sorte de mur. Et en matière artistique, ça me paraît assez évident. L'art moderne depuis peut-être le XVIIe siècle, enfin, le romantisme, est un art qui fonctionnait en dialectique avec ce qui avait été reçu. À partir du moment donné où c'est fini, c'est fini. Oui, ça ne marche plus. Ça devient du radotage, ou de ce que Franz Spengler a fait l'art du procédé. C'est-à-dire qu'on invente un petit truc, ça dure 3 mois ou 6 mois, et puis on passe à autre chose, sans qu'il y ait véritablement quelque chose qui puisse s'installer. Bon,
l'économie, il y a quand même posé un certain nombre de questions que l'économiste Tout à fait. ne peut pas. Je ne serai pas uniquement sur la question économique, mais est-ce qu'on ne peut pas s'interroger un petit peu sur une forme de retour à la nature? Alors après, est-ce que ça aboutira à un droit naturel ou à une nature artificielle du meilleur des mondes? Mais on s'aperçoit dans plusieurs domaines, je pense en particulier au domaine politique, où émerge en ce moment une question de cette nécessité du politique par rapport au respect de l'environnement. Alors ça part dans tous les sens, hein, c'est du politiquement correct, etc. Mais il y a une vraie nécessité du politique. Alors est-ce que ce n'est pas un biais, vous parlez d'ouvrir à mais est-ce qu'il n'y a pas là une piste importante dans les solutions? Ça, je pense que on s'est fait piquer l'écologie, d'une certaine manière. Les meilleurs écolos, c'est nous. C'est bon. Fonction, le régionalisme, à l'ancienne, etc. Avec des préoccupations écologiques évidentes. Mais une fois de plus, on ne s'est pas mis sur ces rails. Peut-être là encore, c'est exclusivement placé sur le terrain institutionnel. Trop exclusivement. Il ne faut pas le faire. Donc, on va parler tout à l'heure. Il y avait, surtout pour la droite traditionnelle, la question sociale était importante. Inutile de rappeler, vous le savez tous, que toutes les lois sociales ont été votées essentiellement par des députés monarchistes contre les députés de gauche, qui ont des discours, à l'occasion du vote de la loi sur le travail des enfants de 1842, si les souvenirs sont bons, les discours des bourgeois qui veulent que les enfants travaillent le plus tôt possible. Il y a des discours absolument hallucinants. Et toutes les lois sociales. La question sociale, on n'en parle plus. Une toute petite anecdote, je rebondis dessus. Il y a quelques semaines, j'ai une autre étiquette, je suis maire dans ma petite commune. Et on s'est posé la question à quand remontait l'origine du budget de ce qu'on appelle aujourd'hui le Centre communal d'action sociale. On a cherché dans nos archives et on n'a pas trouvé le moment où dans notre commune avait été institué ce Centre communal d'action sociale. Donc on a fouillé et l'origine, donc c'était les lois de 1983 qui ont remplacé ce qu'on appelait avant les bureaux de bienfaisance. Eh bien, il a fallu qu'on remonte à 1834 où une loi avait été votée affectant un budget au bureau de bienfaisance de l'époque. 1834. Le budget dédié à l'action sociale avait été institué à cette époque. Je referme la petite parenthèse, mais comme je l'ai vécu tout récemment, la loi sur la protection des enfants vis-à-vis du travail, peut-être y aurait-il à soumettre au cercle Vauban ou à autre une brochure là-dessus, justement, pour bien montrer d'une certaine manière qui irait avec ce que je disais tout à l'heure sur la financiarisation par la gauche, d'une certaine manière, pour bien remettre les idées en place. On a dans cet imaginaire la gauche sociale, on a fini par se laisser un peu bouffer par ça, bien sûr. À propos des lois sociales, qui est-ce qui a inventé la sécurité sociale? C'est un Anglais catholique. Qui a inventé les allocations familiales en plus? C'est un Grenoblois, Émile Romanet, c'est un royaliste catholique. Alors vous voyez un peu, là, en effet, il y a des choses à remettre. Toutes ces lois sociales, la base, c'est vraiment la chrétienté. Il ne serait pas inintéressant de faire une étude, une synthèse là-dessus, pour remettre les choses d'aplomb. Voilà un travail. Oui, malheureusement, c'est historique. Oui, actuellement, et même depuis les années 30, il faut bien reconnaître que les traditionnalistes au sens large ont largement abandonné. D'abord parce qu'il fallait se défendre et qu'à un moment donné, quand il y a eu je veux dire, les alliances traditionnalistes, royalistes, extrême gauche, syndicalistes,
sont faites assez spontanément pendant un certain temps, jusqu'à ce que le Parti communiste, parti de l'internationale soviétique, soit une telle menace que c'était plus possible. Donc ça a amené une alliance avec la gauche libérale, bourgeoise, etc. Et c'est une alliance qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être, puisque la menace communiste, il y a la Chine, enfin, bon, et encore la Chine, elle est en plein dans ce système. N'empêche qu'une chose actuelle, qui est tout à fait, Michel, je suis désolée, mais c'est actuel, et qu'on ignore, chaque pays a un budget pour la pauvreté, vous savez, un pourcentage. Donc, on va dire la France, le temps. Eh bien, quel est celui qui donne le plus pour venir en aide à la pauvreté? C'est le Vatican. Voilà. Il y a des gens qui vont dire parce que ça fonctionne, c'est normal. Non mais bon, d'accord, mais... Non, mais t'as Vous laissez entendre que la modernité, telle qu'elle est définie aujourd'hui, n'a pour issue finalement que le meilleur des mondes ou la guerre civile, si j'ai bien compris la synthèse. Pourtant, et justement, vous n'apportez pas vraiment de solutions, vous laissez entendre qu'elles sont difficiles à trouver, ces solutions. Pourtant, il y en a une qui m'apparaît assez évidente. Quand on définit ce qu'est la modernité aujourd'hui, on réalise, et on en voit la traduction en acte aujourd'hui, ce ne sont finalement que des retours à des traditions ou à des mœurs primitifs, pour ne pas dire barbares pour certains, enfin, le mariage pour tous, l'homosexualité, bientôt on aura la pédophilie qui sera légitimée, l'euthanasie, la capacité, les Romains à l'époque tuaient leur enfant à la naissance, décidaient s'ils le gardaient ou pas, on pouvait tuer son petit vieux si jamais il était gênant. Et on regarde, lorsqu'on regarde l'histoire, ce sont les constructions sociales, et notamment amenées par l'Église la plupart du temps, qui ont permis de mettre des garde-fous à ces comportements primitifs et nous amener progressivement vers la civilisation. Est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement montrer par l'histoire, qu'on occulte volontairement aujourd'hui, que cette modernité n'est finalement qu'un retour en arrière? Parce qu'on nous accuse souvent, nous les réactionnaires, de vouloir revenir en arrière, d'être des arriérés. Mais finalement, c'est exactement l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que nos pseudo-modernes aujourd'hui ne font que revenir à ce qui se faisait du temps des Romains. Et nous sommes finalement plus modernes qu'eux, puisque nous, on continue à vouloir aller vers une civilisation, qu'on appellera le bien commun. Et finalement, est-ce que ce ne serait pas la clé, ça? Par l'histoire, par la culture, arriver à montrer que cette modernité n'est qu'un retour en arrière, n'est qu'une régression sociale, pour utiliser le terme consacré. Oui, si on comprend, on pourrait que de parler comme ça. Et puis, Del Noce et philosophie italienne, je ne sais pas si vous pensez à la lecture, c'est intéressant. Del Noce dit bien, aujourd'hui tout le monde peut faire le constat que les principes de la modernité, au sens large du terme, ont échoué. Ne serait-il pas temps de faire le procès de la modernité, ce qu'on ne fait pas de manière globale? Personne ne le fait. Peut-être un incident. J'avais un ami ethnologue qui disait, je n'ai une longue vie, il est mort maintenant. Je l'avais connu dans ma longue vie qu'une seule société primitive, c'était le club méditerranéen. Je veux dire, les primitifs ont des règles. Alors c'est pas tout à fait les nôtres, c'est vrai. Ils ont des règles, des normes, des perceptions de la transcendance. Tout homme sait qu'il y a au-dessus de lui et avant lui et après lui quelque chose qui donne du sens à la vie humaine, et il est dans une communauté. Le nous est plus important que le moi individuel. Or, c'est pas ça vers lequel nous nous retournons. L'idée de régression, bon, on va retrouver quelques points. Bon, d'accord, l'abandon des enfants par les Romains, par le pater romain, c'est possible. Mais c'est des points, globalement, les sociétés primitives ne sont pas sur les bases de la postmodernité. Oui, je me demande quand même si vous sous-estimez pas un petit peu justement la modernité, ce qui fait qu'elle gagne. Parce que, moi j'ai l'habitude de dire que la Bible parle d'une seule chose, c'est de l'altérité, nous apprend de l'altérité. Comment? En nous parlant de bouffe et d'argent. Pour moi, la Bible c'est ça. Bon. La modernité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle parle de bouffe et d'argent, seulement elle occulte l'altérité. Et comme l'altérité c'est le plus gros problème de l'homme, voire le seul, je ne vois pas comment on peut gagner face à un schéma d'une telle force. Comme je dis toujours,
en hébreu, la valeur numérique entre Messie et serpent est la même. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, vous voyez, la modernité a compris que l'altérité c'est un vaste combat perdu d'avance, donc on rentre dans la confusion. Et c'est comme ça qu'on mélange tout, la sexualité, l'homosexualité, et tout ce qu'on mélange actuellement. Ça c'est plutôt la postmodernité, parce que la modernité, si vous voulez, je ne l'ai peut-être pas assez dit, maintenait des idéaux collectifs, incontestablement. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on se rend compte que les principes qui ont présidé à l'élaboration de l'âge moderne, plus que de la modernité en tant que telle, ces principes finalement ont mis très très longtemps à produire la dissolution de la société. La société a tenu, parce que même pendant l'âge moderne, on a cette association tradition et modernité. Les campagnes de 1950 sont des sociétés traditionnelles, même si elles sont plus très religieuses, etc. Il y a un ordre, il y a des choses, il y a des valeurs. Imaginez la vitesse. Vous avez évoqué la loi Taubira, le mariage homosexuel. On en aurait parlé il y a encore 10 ans. On aurait cru une blague du 1er avril. Donc la vitesse de dissolution est absolument extraordinaire. Et là, je reviens à Orwell, son truc sur la vérité, totalitarisme d'ailleurs. Et on s'est peut-être trop mobilisé sur les formes classiques de totalitarisme. Et peu de gens, quand vous dites à beaucoup de gens, vous dites on vit dans un système totalitaire. Alors, immédiatement, ils disent oui, mais enfin quand même, tu peux aller acheter ton pain, ils ont cette vision exclusive du totalitarisme, qui est celui des miradors, des camps de concentration et autres, et de la terreur. Et pourtant, malheureusement, non. C'est bien pour ça qu'il peut y avoir un libéralisme totalitaire, une démocratie totalitaire, et un totalitarisme de la dissolution. Vous dites ni règle, ni valeur, ni norme. Est-ce qu'on a un autre choix que l'anarchie? Oui, d'ailleurs, moi je reviens sur la question, je vais parler de la dette. Est-ce que c'est si effrayant que ça? Est-ce que la dette est quelque chose d'effrayant? Puisque tous les États sont endettés quasiment, les seuls qui seront atteints, c'est les 15% de taux d'épargne des Français et des Allemands, mais autrement. Non, mais autrement, qui va être atteint par un write-off, enfin la dette n'est pas un problème. on éliminerait tout Parce qu'on la rembourse pas. Oui, comme l'Islande. Donc on a la chiffre. C'est structural. À la fois, s'il vous plaît. Que les dettes ne seront jamais remboursées. Et que par conséquent, ce qui est intéressant, c'est la rente, c'est-à-dire les intérêts, pour payer les intérêts de la dette. Après, on regarde le schéma, pourquoi la dette? Bon, il y a une bonne dette et une mauvaise dette. Il est normal, un État, c'est pas un ménage. Il est normal qu'un État soit endetté. À condition que cette dette soit productive. Et si on regarde de près, allez sur Internet, dette de la France. Elle démarre en 74. Et pourquoi elle démarre en 74? Tout le monde le sait. C'est la loi, c'est Pompidou Giscard, etc., qui interdit à l'État français de présenter ses propres effets à la Banque de France. À partir du moment où on emprunte sur les marchés, c'était pour lutter contre l'inflation, ce qui est extraordinaire. C'est à partir de cette date qu'il y a eu une inflation absolument considérable. Mais bon, c'était ça. Mais on a ce système absurde de banques qui empruntent à la BCE à des taux négatifs, dans certains cas, et qui prêtent aux États à des taux. C'est-à-dire que les banques ont fait du gras sur la crise. C'est absolument extraordinaire. Alors quand on dit, ah ben, et puis 2 tiers de la dette française, ce sont les intérêts de la dette. Et alors quand vous dites aux gens, comment on fait pour résoudre ça? Dans le cas de l'euro, on ne peut pas. On ne peut pas. Alors on revient au franc. Oui. En ce qui concerne cette histoire de dette, effectivement, tu as raison, c'est énorme. Mais certains économistes, en particulier un certain Polanyi, qui
qui s'appuyait sur les recherches traditionnelles, sur ce qui se passait dans l'Empire assyrien, sauf en Égypte où c'était un peu différent, avait constaté que par un système ingénieux de contrats avec les États qui étaient des grands empires à l'époque, enfin, du moins chez les Assyriens, les Babyloniens, etc., avec ce système, finissaient par annuler régulièrement les dettes. C'est les Romains qui, les premiers, n'ont plus jamais annulé de dettes. Et ont renforcé l'esclavage qui existait dans les pays où la dette n'était pas vidée. Or, c'est l'objet d'une thèse actuelle. Ce qui se passe avec la BCE que tu viens de décrire, c'est une manière déguisée, mais efficace, d'annuler aussi la dette. Parce que, qu'est-ce qui se passe? La BCE, alors il y a un processus, les Américains l'ont bien compris, il y a un processus, c'est pas une véritable création de monnaie, je ne suis pas vraiment économiste, donc je peux peut-être dire des âneries là-dessus, on me corrige. Il me semble que ce processus d'annulation se passe de la façon suivante. Les banques centrales rachètent des dettes, alors soit des dettes privées titrisées, c'est-à-dire qui prennent un titre qui peut avoir valeur en bourse, elles les rachètent, elles les réintègrent dans leur bilan général, et donc ça revient non pas à une création de monnaie, mais ça revient à une annulation de dette. Et ça peut continuer comme ça, et les actions montent, et l'économie continue. Donc il y a un phénomène qui ressemble un peu à ce qui se passait dans les anciennes sociétés. Il faut arriver un jour à annuler la dette. C'est l'objet d'une thèse actuelle, faire le rapport entre cette pensée qui est une pensée ultra-capitaliste et ultra-libérale aussi, enfin pas tout à fait. C'est un peu à l'intérieur d'une sphère libérale, critique libérale, que se fait cette pensée. Bon, je suis peut-être encore un peu vague, mais il me semble avoir perçu quelque chose qui ressemblait